Le dernier tour de piste d'Achille Zavata avec des obsèques sous chapiteau et en musique, selon ses dernières volontés. Vous êtes mobilisable pour la seule guerre propre, la guerre à la misère, a déclaré aujourd'hui l'abbé Pierre en inaugurant avec Simone Veil une boutique solidarité à Paris destinée aux sans-abri. Selon un sondage, plus d'un Français sur deux craint de devenir un exclu. En Bosnie, poursuite des vols humanitaires avec en plus, depuis quelques jours, le parachutage de jouets destinés aux enfants. Cocorico, le plus gros moteur d'avion du monde, est français, 3 mètres de diamètre et une puissance équivalente à 6 TGV. Madame, Monsieur, bonsoir. Adieu les petits-enfants. Zavata est sorti définitivement de la piste aux étoiles, sous les applaudissements du public. C'était sous un chapiteau et en musique, entouré de tous ses amis clowns, ce qui permet de parler d'un enterrement en grande pompe. Reportage Éric Lemasson, Christian Leroux. Avec tambours et trompettes. C'est comme cela qu'il les voulait, ces funérailles. Et quand les clowns sont entrés pour un dernier tour de piste, tout le chapiteau, comme il se doit, a applaudi. Je ne veux pas que ce soit triste, avait dit Achille Zavata. Alors on a dansé, alors on a chanté sous le chapiteau familial, même si ses frères les clowns n'ont pu s'empêcher d'essuyer une larme. Il avait prévu qu'il y ait de la musique diffusée et qu'on s'amuse, qu'on fasse la fête jusqu'au dernier moment. C'est le personnage du clown qui veut ça. Il aura fait une pirouette jusqu'au bout. Les petits-enfants, comme disait Zavata, ils n'étaient pas nombreux cet après-midi, car ceux qui allaient applaudir le clown autrefois sont devenus grands. Ceux-là, célèbres ou inconnus, sont venus nombreux rendre hommage au grand monsieur qui les faisait rire. Il nous a tellement fait rire qu'on peut avoir quelques larmes, même beaucoup de larmes pour ce monsieur. Je voulais que ça soit d'accord. Mais enfin, il est mort. Un grand bonhomme nous a quittés. Essayez de rire pour éviter les larmes. Quand le cortège a quitté le chapiteau pour le Père-Lachaise, le génie de la Bastille a souri au clown, car le clown en partant nous a laissé quelque chose, là, juste au milieu de la piste, son nez rouge. L'hiver précoce est le sort des plus démunis. On ne le dira jamais assez. On estime à 400 000 le nombre de Français actuellement sans domicile fixe, dont 40 000 en région parisienne. Chiffre tout à fait inquiétant et même sidérant. Sur ces 40 000 SDF, 15 000 sont des jeunes femmes dont la moitié sont diplômées. Chômage, traites impayées, divorce. La glissade est souvent rapide et souvent irréversible. Selon un sondage CSA publié par le journal La Rue, un journal vendu précisément à la criée par les SDF, plus d'un Français sur deux craint de devenir rapidement un exclu. Précision avec Marc Maisonneuve. Pour les Français, être exclu, ça n'arrive pas qu'aux autres. 55% ont peur d'en être victimes un jour, et plus ils sont jeunes, plus ils en ont peur. Entre 18 et 24 ans, ils sont 69% à le craindre. Si on se préoccupe de savoir pour qui les Français ont peur de cette exclusion, pour quelqu'un de leur famille, un de leurs enfants ou un de leurs proches, ils sont 73% à avouer leur angoisse. À l'idée de l'exclusion, ce qui effraie le plus les Français, c'est la crainte pour l'avenir de leurs enfants pour 50% d'entre eux. Ensuite, 40% s'inquiètent à l'idée de ne plus avoir de revenus, et si 24% des Français ont peur d'être inutiles, 20% craignent avant tout de ne plus avoir de logement. Enfin, interrogés sur leur attitude à l'égard de ceux qui sont obligés de vivre au jour le jour, 42% déclarent être prêts à aider les SDF. Mais 17% ont la franchise d'avouer qu'ils s'en méfient. Conclusion, bien peu de Français se sentent à l'abri de l'exclusion, une notion qu'il faudra intégrer à l'avenir. De nouveaux records de froid ont été battus la nuit dernière, notamment du côté de Clermont-Ferrand. Depuis samedi, en France, 7 SDF ont succombé aux rigueurs de l'hiver. Conséquence, mobilisation générale en faveur des sans-abri, avec notamment ce matin l'abbé Pierre et Simone Veil côte à côte pour ouvrir la première boutique solidarité installée dans la capitale. Reportage Jean Pézieux, Yvon Barbe. Un baiser à Simone Veil. C'est ainsi que l'abbé Pierre accueillait ce matin le ministre des Affaires sociales, venu lancer avec lui la première boutique solidarité de la capitale. Elle ouvrira dans 2 mois. Comme les précédentes boutiques, celle de Paris fournira aux exclus tous les services nécessaires pour qu'ils puissent se réinsérer. Un lieu où ils peuvent se mettre au chaud, boire un café et parler avec les autres. Réconforter, rompre la solitude, c'est la première mission de la boutique. Des douches ensuite pour se tenir propre, une pièce où on lave et repasse son linge, c'est important pour se présenter devant un éventuel employeur.
Les SDF pourront déposer leurs bagages dans une consigne et disposer d'une boîte à lettres où se faire adresser leur courrier. Des conseillers, enfin, les guideront dans leur démarche pour rechercher un logement ou toucher le RMI. La Fondation Abbé Pierre espère à terme ouvrir une boutique solidarité dans chaque arrondissement de la capitale. Depuis près de 40 ans, sans se lasser, l'abbé Pierre mène le combat en faveur des mal logés après avoir rencontré récemment le ministre du Budget et avant de rencontrer dans les prochains jours les responsables de la justice et du logement. Le fondateur de la communauté d'Emmaüs a une nouvelle fois déploré dans notre journal de 13 h la scandaleuse pénurie de logements. La priorité immédiate aujourd'hui, ce soir, c'est qu'il n'y ait pas un seul être humain dans Paris qui se retrouve sur le trottoir et qu'il y ait de véritables rondes volontaires qui se fassent pour aller prendre du temps pour persuader, convaincre ceux qui sont devenus un peu sauvages et qui appréhendent de se retrouver en groupe avec d'autres. Mais l'urgence, elle est autre. En même temps qu'il faut cette action immédiate, il faut l'action sur la cause. La cause, c'est que la France manque d'1 million de logements. Et tant qu'on n'aura pas pris la décision, comme on le ferait si on se trouvait brutalement en situation de guerre, on trouverait les finances, on trouverait les matières premières, on trouverait la main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons tout cela pour faire des maisons. L'urgence, c'est d'abord de prendre conscience que nous sommes en état de crime en ayant une nation qui a tous les moyens de pouvoir apporter le remède, le vrai remède, qui est un vrai logement pour chaque vraie famille. C'est possible, mais nous sommes, Dieu merci, une démocratie. Dans la démocratie, ce qu'il y a de bien, c'est que le pouvoir écoute l'opinion publique. Ce qu'il y a de malheureux, c'est quand, comme pour la France, il s'agit d'un pays où ce n'est pas le plus grand nombre qui est dans la misère. C'est le plus grand nombre que les élus ou les candidats ont tendance à écouter. Ce soir, que l'on veuille véritablement exiger des pouvoirs publics que soit prioritaire le remède à la plus grande désolation qu'est de n'avoir pas de logement. L'occasion de vous signaler l'apparition de ce coffret de 4 CD, des prises de position de l'abbé Pierre depuis son célèbre appel radiophonique du 1er février 1954, coffret baptisé fort justement « Éclat de voix ». En France, l'administration les a baptisés les SDF. En Russie, on les appelle Bonji. Ces sans-abri sont au moins 30 000 dans la seule ville de Moscou. Et faute d'hébergement, ces malheureux sont conviés à aller se réchauffer en prison. Reportage de nos correspondants permanents Marcel Tria, Jean-François Bernigaud. Rescapés de la nuit glaciale de Moscou. Moins 14 aujourd'hui, 4 morts déjà. Alors, ils sont tous volontaires pour aller en prison. Ils sont déjà surchargés, sauf si quelqu'un sort, je ne sais pas. On va bien voir s'ils nous prennent. 8 heures, les portes s'ouvrent enfin. Le centre de triage de la milice de Moscou est une petite prison prévue pour accueillir 80 prisonniers dans ses 8 cellules. Il y en a déjà une centaine. Alors ce matin, il n'y aura qu'un seul élu. Les autres vont retourner à la gare d'où ils viennent en tâchant d'éviter les coups de matraque des policiers qui tentent de les chasser. Igor est un habitué de la maison, sans domicile depuis 10 ans. Il sait que la matinée sera dure. Première épreuve, remplir ces satanées paperasses, tandis qu'il s'évertue, à la radio, la campagne électorale bat son plein. L'objectif de notre coalition, dit une voix, c'est de bâtir une société où la vie de chaque homme soit confortable. Vaste programme. Les autorités évaluent à 30 000 les sans-abri de Moscou. Ils sont sans doute beaucoup plus nombreux. En dehors d'ici, un seul centre pour les accueillir avec 12 lits. Allez mes pucelles, sortez de là. C'est l'heure bénie du petit déjeuner. Chacune d'elles a le droit de rester 10 jours ici, à l'abri de la faim, du froid et de tous les coups tordus des bas-fonds de Moscou. La plus âgée d'entre elles, privée de logement parce qu'elle avait fait de la prison, n'a plus de toit depuis 1969. Ici, on peut se réchauffer, on peut se laver. S'il n'y avait pas un centre comme ça, s'il n'existait pas, on serait foutu. À la porte, 2 ombres venues tenter leur chance, elles aussi. Vous n'allez pas me laisser dans la rue? Je suis un être humain quand même. Dans la petite cour, c'est l'heure de la promenade. Au pied, lance le gardien Nikolai.
comme si ces pensionnaires risquaient d'oublier un instant que leur vie est vraiment une vie de chien. Les rigueurs de l'hiver touchent également et de plus en plus cruellement les habitants de la Bosnie. Pratiquement chaque nuit, des vols humanitaires au départ de Francfort en Allemagne, parachutes, vivres et médicaments. Depuis mars dernier, 10 000 tonnes de rations alimentaires et 352 tonnes d'aide médicale ont ainsi été acheminées vers la Bosnie. La nuit dernière, ces avions ont également parachuté des petits paquets contenant des vêtements d'enfants, peluches et autres jouets. Reportage exclusif de nos envoyés spéciaux à Francfort, Laurent Boussier, Jean-Louis Normandin. Tradition américaine oblige, comme avant toute mission opérationnelle, le prêtre de la base vient bénir les avions qui, cette nuit encore, vont larguer au-dessus de la Bosnie une centaine de tonnes d'aide alimentaire et de médicaments. Une coutume bien acceptée par les équipages français, d'autant que cette bénédiction est accompagnée de café chaud, de thé et de cookies. Dernière consigne avant le décollage, ce soir ce sont les Français qui sont leaders. Ce sont eux qui seront en tête des 6 avions américains et du Transal allemand qui vont effectuer la mission. Le vol va durer 6h30 et pour la première fois, dans les soutes de l'avion, en plus des 4500 rations alimentaires, il y a des jouets, des peluches, quelques vêtements d'enfants et des bonbons. Opération Noël, ces cadeaux sont des dons d'enfants européens aux enfants bosniaques. Quelques minutes avant de survoler la Bosnie, tout le monde s'équipe. Pistolet, gilet pare-balles, veste de survie, casque et masque à oxygène, au cas où. Survolons un territoire hostile et que nous sommes souvent accrochés par les radars ennemis. Pour parer à toute éventualité en cas de parachutage ou d'atterrissage forcé, nous sommes équipés ainsi. Le trajet de l'avion est choisi en fonction des menaces qui viennent du sol. À l'approche de la zone de largage, ce soir la ville de Maglaï, à 60 km au nord de Sarajevo, toutes les lumières sont éteintes. Notre caméra est remplacée par une caméra infrarouge. Au top, les 6 tonnes d'aide humanitaire et les jouets sont propulsés dehors. Voilà, la soute est vide. À bord, tout le monde espère que tous les colis sont arrivés à leur destinataire. À un moment où les convois terrestres ont de plus en plus de mal à traverser la Bosnie, à un moment où l'hiver, la neige, le brouillard risquent d'empêcher les avions d'atterrir à Sarajevo, ces largages de vivres directement au-dessus des zones sinistrées prennent de plus en plus d'importance. Le Haut Commissariat ne s'y est pas trompé. Hier, par la voix de son principal responsable, il demandait une multiplication de ces missions. Au sol, la tuerie quotidienne continue. Aujourd'hui, 3 enfants d'une douzaine d'années ont été tués, 4 autres blessés par un obus dans la banlieue de Sarajevo. Mais l'horreur ne choisit pas son camp, comme va nous l'expliquer Michel Monponté. Quand on a 10 ans à Sarajevo, la neige, ça ne peut pas être que du froid, que de la misère à venir, que des privations supplémentaires. La neige à 10 ans, malgré ce que disent les grands, c'est des bons hommes de neige à construire. C'est de la luge, les couleurs de Noël. Pour 3 enfants de Sarajevo, Noël n'aura eu qu'une couleur. Rouge sang. Ils voulaient faire de la luge. On leur parlait d'ailleurs de cadeaux venant du ciel. Ils n'ont eu droit qu'aux obus serbes. Connaissant l'impact de ces images sur l'opinion publique occidentale, les autorités serbes ont, elles, voulu aujourd'hui rappeler que l'horreur ne choisit pas son camp. Et c'est vrai. Nous sommes ici dans un asile psychiatrique à Toponica, bien loin du front, en Serbie. Un asile privé de tout, sans chauffage, sans médicaments, sans la moindre humanité. Derrière ces images difficilement soutenables, le message est pourtant clair. Voilà les résultats de l'embargo des Nations Unies. Mais dans ce combat aux images d'horreur, Belgrade choisit délibérément le plus sinistre des raccourcis. Celui de montrer ces malades, ces faibles, ces abandonnés. Des images qui payent, dirait-on pour une campagne de pub. Et comme par hasard, ces images nous parviennent aujourd'hui quand on commence à évoquer justement la levée de cet embargo. Et si les 12 de la CE hésitent encore à le lever, cet embargo, peut-être demain aurons-nous, en provenance de Belgrade, des images d'un hôpital d'enfants malades ou d'une morgue de banlieue. Et on apprend ce soir que les Serbes viennent finalement d'autoriser le départ de malades de Sarajevo. En Italie et plus précisément en Sicile, c'est un mort qui marche qui est devenu hier victorieux dans la mairie de Palerme. Pourquoi un mort qui marche ? Parce que Leopula Orlando a été condamné à mort par la mafia et c'est ainsi que les Siciliens surnomment ceux qui sont sur le coup d'une sentence capitale de Cosa Nostra. Portrait interview avec notre envoyé spécial Véronique Tavo. Garde du corps, protection rapprochée, voiture blindée. Leoluca Orlando, le tout nouveau maire, est aujourd'hui l'homme le plus protégé. C'est dans son appartement, quelque part à Palerme, qu'il nous a reçus.
Plus que jamais aujourd'hui, mon combat est un combat contre la mafia et pour la normalité. Contre la mafia pour la vie, contre la mafia pour le développement économique, contre la mafia pour l'emploi, contre la mafia et pour un retour à la vraie vie, la vie culturelle, théâtrale, et ça sera difficile. Vous savez que vous figurez sur la liste noire de la mafia, vous avez peur pour votre vie? Vous savez, juste avant d'arriver ici, on a essayé d'attenter à ma vie, déjà. Ma vie, c'est cela. Je ne sais pas ce que signifie dîner au restaurant avec ma femme et mes filles. Il n'existe aucune photo au monde de moi avec ma femme et mes filles. Je vis cette vie incroyable et pourtant, je n'ai pas peur. Je suis serein. Je suis très fort à l'intérieur. Vous savez, lorsque je me suis présenté aux élections à la mairie de Palerme, tout le monde, mes proches surtout, m'ont dit « Pourquoi tu fais ça? Fais très attention à toi. » Et c'est sans doute pour qu'elle puisse veiller sur lui que des électeurs lui ont offert cette Madone, Santa Rosalia, la protectrice de Palerme. À Washington, poursuite de négociations très serrées entre le responsable américain du commerce, Mickey Cantor, et l'émissaire de la communauté européenne, Leon Brittan, afin de tenter d'aplanir les différends entre l'Europe et les États-Unis sur certains points de l'accord du GATT, qui doit être signé au plus tard le 15 décembre. Selon certaines informations, un compromis modifiant le calendrier d'application des mesures visant les agriculteurs pourrait se dessiner. Cette nuit, au terme des discussions, l'émissaire européen devrait être reçu à la Maison-Blanche par Bill Clinton. À Paris, manifestation des électriciens et des gaziers, 30 000 manifestants, selon certains observateurs, beaucoup moins selon les compteurs bleus, je veux dire la police. Parmi les victimes, entre guillemets, de cette manif, Édouard Balladur, qui a dû renoncer à se rendre au Sénat, rencontrer le groupe UDF. Reportage Éric Monnier et Pascal Golomer, qui nous rappellent les raisons du mécontentement du personnel EDF, pour ceux qui ne seraient pas au courant. 30 000, c'est un agent sur 5 pour EDF-GDF. Eh bien, ils étaient 30 000 ce matin dans les rues de Paris. La quasi-totalité des organisations syndicales avait battu le rappel pour dire non à la déréglementation. La déréglementation n'a jamais de fin. Quand le processus est entamé, c'est le libéralisme, la concurrence, et à ce moment-là, c'est vrai qu'à terme, il y a des risques pour l'ensemble des clients et des usagers d'EDF-GDF. C'est quand même un peu fort de café de vouloir faire en France la même chose qui s'est passée en Grande-Bretagne et qui s'est traduit concrètement par une augmentation du prix du kilowattheure de 40% pour les usagers, des suppressions massives d'emplois, puisque les deux principales entreprises de production ont licencié 40% de leur personnel, et la réduction de 30% des salaires en moyenne. Déréglementation, le mot est lâché. À l'origine, un projet de directive européenne. Bruxelles voudrait casser les monopoles publics, permettre par exemple à d'autres compagnies de produire de l'électricité en France et même obliger EDF à transporter sur ses lignes l'électricité produite par ses propres concurrents. Sur ce projet, le gouvernement français a en fait déjà donné son avis, très en retrait du texte communautaire. Pas question d'abandonner les missions de service public, tous les particuliers doivent être servis et au même prix. Pas question non plus de toucher au monopole d'EDF en matière de distribution et de transport. S'il doit y avoir concurrence, elle doit être, selon la France, limitée à la production et à l'importation d'électricité. Les industriels, gros consommateurs, pourraient alors acheter leur énergie à qui bon leur semble, même à l'étranger. Mais, car il y a un mais, comment cette électricité arrivera-t-elle jusqu'à l'usine? Question sans réponse pour l'instant. Le gouvernement présentera sa position aux députés jeudi, en attendant un conseil des ministres européens le 10 décembre. La faillite, nous voilà. Les députés ont commencé ce matin l'examen d'une proposition de loi sur les difficultés des entreprises. Loi destinée à moraliser le problème des dépôts de bilan dont certains chefs d'entreprise en difficulté ont quelque peu abusé ces derniers temps, mais aussi et surtout rassurer les prêteurs, les banquiers. Précision avec Léo Lamberton et Yannick Le Tranchant. Le petit atelier s'est vidé au fil des mois, au fil de la crise. Ils étaient 9 en 1990, aujourd'hui ils ne sont plus que 3 avec le patron. Mais maintenant, c'est la survie même de l'entreprise qui est en jeu. Depuis un mois, la société Euromat, qui fabrique et répare des outils pour la menuiserie, est en redressement judiciaire. Pour le propriétaire, le principal responsable, c'est sa banque qui refuse de l'aider. Ce qui les intéresse, c'est de dire quelles sont vos possibilités propres. Et comme des gens de moins en moins ont des possibilités propres, ça veut dire que les entreprises sont obligées de fermer les unes après les autres.
Pourtant, à l'origine, lorsqu'il a monté son entreprise, Victor Ferraro a su trouver l'aide d'une banque, la Société Générale. Mais les premières difficultés ont commencé à se faire sentir. Il demande qu'on lui avance de l'argent, refus. Cet exemple n'est pas isolé. Aujourd'hui, les banques rechignent à prêter aux petites entreprises. Raison, la loi sur les faillites en vigueur depuis 1985. La loi permet aux tribunaux de commerce de rayer d'un trait de plume les créances des banquiers et des autres, même si elles sont assorties d'une hypothèque. La loi de 85 est actuellement en cours de modification à l'Assemblée nationale. Le but, c'est de permettre aux banquiers de prêter à nouveau aux PME. Il y a urgence. En 7 ans, le nombre de faillites a triplé, 24 000 en 85, probablement 80 000 cette année. Au procès de Jean-Marie Villemain à Dijon, toujours le défilé des experts pour tenter d'identifier le fameux corbeau. Les jurés sont de plus en plus perplexes car ils ont entendu tout et son contraire. Ambiance avec Dominique Verdeillan et Gilles Ragry. Cet après-midi, face à 12 jurés sereins et attentifs, il y avait un homme en colère, Alain Buquet, expert en graphologie. Il n'a pas gardé un bon souvenir de ses conditions d'enquête. 1500 documents à décrypter, 135 scripteurs, un juge impatient, des gendarmes qui le harcelaient en lui donnant le nom de leur suspect, une lettre manipulée de nombreuses fois. Dressé dans le prétoire, un grand écran, y apparaît l'écriture du corbeau et les tests comparatifs. L'écriture de Bernard Laroche, cela n'a rien à voir, il n'est pas l'auteur de la lettre annonçant la mort de Grégory. Bernard Laroche est graphiquement hors de cause. L'écriture de Christine Villemain, il y a des concordances, des similitudes, il s'agit là du scripteur le plus proche, mais je ne dis pas que Christine Villemain est le corbeau. Grand silence dans la salle, Christine Villemain, présente dans le prétoire, accuse le coup. Sentiment de malaise à l'issue de cette 14e audience, de la part de l'expert graphologue d'abord, lorsque nous avons su qui on visait, cela nous a rendus malades pendant 3 jours. De la part de la défense ensuite, Maître Garot affirme n'avoir rien à cacher, mais lorsqu'il entend le nom de Christine Villemain, il sort l'arrêt de non-lieu dont sa cliente a bénéficié en février 1993. Et Maître Garot ce soir ne cache pas ses ambitions. La justice a réhabilité Christine Villemain en l'innocentant en février dernier. Il attend désormais de la part des jurés, pour Jean-Marie Villemain, un acquittement. À l'Assemblée nationale, décision de la conférence des présidents. Le débat sur la levée de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie aura lieu le 7 décembre. Cocorico, le plus puissant des moteurs d'avion au monde, est construit en France par la SNECMA. Baptisé GE90 d'une puissance équivalente à 6 TGV, cet énorme moteur d'un diamètre de 3 mètres équipera dès 1995 les avions gros porteurs comme le Boeing 777. Présentation Philippe Dumez. À droite, le CFN56, actuellement le plus puissant réacteur d'avion. À gauche, le premier prototype GE90, un énorme engin de 3,12 m de diamètre, l'équivalent du fuselage d'une caravelle. Au cours des premiers tests sur le tout nouveau banc d'essai de la SNECMA, une poussée de 50 tonnes a été atteinte, la puissance maximum de 6 TGV ensemble. Ce moteur, construit en coopération avec l'américain General Electric, est entièrement nouveau. Moins gourmand en carburant, meilleure fiabilité, il sera aussi moins polluant, avec des rejets assez faibles d'oxyde d'azote et de monoxyde de carbone. Ce nouveau réacteur est destiné en premier au futur Boeing 777 qui volera dans 1 an. Ce sera le plus gros bimoteur du monde, à peine plus petit que le Jumbo 747. Ensuite, le GE90 équipera l'Airbus A600, un quadri-réacteur de 600 à 800 places. Mais cet avion ne volera pas avant l'an 2000. Si ce futur très gros porteur a déjà presque ses moteurs, on est loin d'avoir résolu tous les problèmes, et en particulier ceux liés à la sécurité. Toujours dans notre série, on vit une époque formidable, la tenue à Las Vegas du 15e Comdex, en quelque sorte la grande foire du high-tech, le rendez-vous mondial des barjots de l'informatique, venu découvrir tous les gadgets qui atterriront sur nos bureaux dans les prochaines années. Commentaire Patrick Esther. Les touristes qui font le voyage à Las Vegas espèrent tous toucher le jackpot. Eh bien, il en est de même pour les industriels de l'informatique mondiale. Mais pour eux, emporter le gros lot, cela signifie expliquer au plus de clients possible que leur ordinateur est le plus beau, le plus fort, bref, le plus sophistiqué du monde. Tous les moyens sont bons pour attirer, non pas le pirate informatique, mais l'acheteur potentiel. Écran géant, reproduisant les démonstrations de programmes, ou véritable camelot, hyper technicien commentant les performances comme un authentique prix Nobel de physique. Et c'est vrai qu'ici l'innovation est au rendez-vous. La seule chose que ne sait pas encore faire, par exemple cette photocopieuse, c'est à peu près le café.
Les fameux écrans plats à cristaux liquides dont on parle depuis 10 ans sont enfin là. Petit ou grand format, qualité couleur étonnante. Les ordinateurs multimédia vont vous servir à transmettre photos ou vidéos. Vous pourrez même voir votre interlocuteur, car grâce aux nouvelles techniques de compression de l'image, un simple fil de téléphone va suffire. Quant à ce téléphone sans fil, il remplit toutes les fonctions d'un ordinateur, il peut même expédier vos fax. Adieu, les lunettes qui vous donnaient mal au crâne. Si vous voulez voir les dinosaures en relief, l'ordinateur va vous fournir 2 images dans un casque stéréoscopique, la classe. Quant au cow-boy, il doit se faire une raison. Un jukebox aujourd'hui, c'est un lecteur de CD-ROM, images et sons numériques. Enfin, bonne nouvelle, voici comment votre agenda électronique va maintenant vous rappeler vos rendez-vous. Sympa, non ? Rennes roule propre jusqu'au 1er décembre, opération de sensibilisation à l'environnement près des automobilistes, avec entre autres un petit coup de pouce financier à ceux dont le moteur se révèle décidément trop polluant. Reportage Jacques Deveau, Roger Bendaillon. Dès les premières heures de la matinée, les automobilistes se bousculaient pour faire contrôler leur véhicule. 20 minutes pour vérifier la conformité du moteur aux normes anti-pollution. Avec un plus pour cette opération, un chèque à valoir sur un éventuel réglage réalisé par un garagiste. 800 francs. Alors je vais aller au garage et puis je vais faire ce qu'il y a à faire et je vais donner le bon. Ça incitait quelque peu à venir faire la vérification, de savoir qu'on avait un bon, oui? Oui, c'est sûr. Hein. Puis comme ça, on sait que la voiture va bien marcher après et en route, quoi. Il faut voir le nombre de voitures qui circulent en ville comme sur route et qui polluent quand même. Ça moindre des choses de faire un petit réglage quand même de temps en temps. Pour moi, c'est un moyen de dépister des anomalies au niveau du fonctionnement de mon véhicule, mais c'est pas le chèque de 100 francs, c'est les tests qui sont faits par des professionnels qui m'intéressent. Comme souvent dans ce genre d'opération, les automobilistes consciencieux qui entretiennent régulièrement leur véhicule viennent en majorité. Et pourtant, le bilan est plutôt négatif. Toutes celles qu'on a passées depuis ce matin, il n'y en a aucune de parfaitement réglée. Alors c'est dommage qu'il y ait une telle négligence. L'automobile représente la première source de pollution de l'air à Rennes. Alors, il s'agit aussi d'inciter les gens à utiliser d'autres moyens de transport, le bus et pourquoi pas la voiture électrique. Et dans notre grande série, ces Anglais n'ont décidément aucune pudeur. L'annonce aujourd'hui de la démission de Graham Taylor, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre de football. Malheureusement, on le sait, éliminé du mondial. Les supporters français de football espèrent se consoler avec les Coupes d'Europe. Premier round dès ce soir avec le choc à Bordeaux entre les Girondins et les Allemands de Karlsruhe en 8e de finale aller de la Coupe UEFA. Ambiance côté des supporters allemands à 1h du coup d'envoi avec Gilles Marinet et Philippe Dumail. 10 heures qu'ils font la tournée des bars. Un verre de Bordeaux, une bière, un Bordeaux, etc., etc. Et ils sont toujours debout. 2000 supporters de Karlsruhe ont déferlé sur l'Aquitaine avec une seule idée en tête, gagner. Qui sera le vainqueur ce soir? Karlsruhe, 3-1. Un optimisme qui se nourrit des exploits précédents de Karlsruhe, élimination des Espagnols de Valence et des Hollandais d'Eindhoven. Tiens, puisqu'on parle de Hollandais, voici une raison de plus d'espérer. Bordeaux possède un joueur hollandais et nous n'avons jamais perdu contre des Hollandais. Plus sérieusement, et on a pu le constater hier soir à l'entraînement, les Girondins doivent s'attendre à affronter une équipe solide, soudée, extrêmement physique, comportant quelques individualités de haut vol. Oliver Kahn, considéré comme le meilleur gardien de la Bundesliga. Kriakov, le moteur de l'équipe, un attaquant de choc. Et puis Edgar Schmidt, c'est lui qui a inscrit 4 des 7 buts de son équipe contre Valence. Une équipe et des supporters remontés à bloc mais qui restent conscients de la valeur de l'adversaire. Bordeaux aligne une équipe de choc. Récemment, elle était encore en seconde division. Et l'équipe actuelle est remontée au top niveau très rapidement. C'est super, mais contre nous, ils n'ont aucune chance. Ça, on ne tardera pas à le savoir. Coup d'envoi à 21h.
Nous avions évoqué il y a une dizaine de jours en compagnie de Gérard Dalmas la vente aux enchères particulièrement prestigieuse organisée aujourd'hui à Drouot. Au total 56 millions de francs de recettes, dont 36 millions rien que pour le fameux tableau de Kandinsky dans le cercle noir. L'acheteur, un collectionneur étranger, tient à garder l'anonymat. Demain c'est mercredi et de nombreux premiers films français vont sortir sur les grands écrans. L'un des plus attachants, une première œuvre donc, signée Agnès Merlet, 32 ans, Le Fils du requin, les 400 coups, version 93, de deux garnements livrés à eux-mêmes entre délinquance et rêves impossibles. Reportage dans le Nord, Pascal Deschamps, Michel Janoulatos. Après avoir beaucoup cherché, la réalisatrice Agnès Merlet a trouvé ces deux acteurs dans un collège de la banlieue de Roubaix, Éric et Ludovic, qui ont prêté leur adolescence tapageuse aux deux héros du Fils du requin. Deux enfants perdus parce que livrés à eux-mêmes, deux enfants sauvages parce que la société a renoncé à s'occuper d'eux. C'est deux jeunes qui s'en vont de chez eux parce que leur père est alcoolique et ils n'ont plus de mère et après ils font leur vie dans la rue. Ils nous mettent dans des foyers, on s'échappe à chaque fois et après on se rejoint, on fait 400 coups. File le blé! Quel blé? Pour l'autre, celui que t'as piqué dans la caisse. Il n'y en avait pas! Open! Tu me comprends pas, t'as qu'à lui demander! Tu ne t'arrêtes, salaud! Pendant 2 ans, les deux personnages qui ont inspiré le film ont vécu en cavale, de bagarres et de menus larcins. Deux adolescents déclarés inaptes à la vie sociale, baladés de foyer pour délinquants en asile psychiatrique. Mais le film va plus loin, bien sûr, parce que quand la ville dort, Martin et Simon s'inventent d'impossibles rêves. Se fondre dans l'océan avec les poissons, les seuls êtres vivants dont ils se sentent vraiment proches. Ils voient des poissons, enfin surtout ils voient une scène où on tue des poissons et c'est vrai quand on coupe la tête des poissons, les poissons ouvrent la gueule tout grand et il n'y a aucun son qui sort et lui il se reconnaît là-dedans. S'il tape, s'il est violent, c'est parce qu'il souffre mais il n'arrive pas à l'exprimer, il n'arrive pas à aimer parce qu'il est dans un monde violent et c'est sa seule façon de se faire entendre. Si le film navigue entre tendresse et cruauté, la violence n'y est jamais gratuite. Un ton original qui fait du Fils du requin un film à découvrir. Tes amis à l'école, t'aurais envie qu'ils aillent le voir? J'en invite 10, ils en parlent autour de leur famille, ça fait 10 familles en plus. Après de 10 familles, ça en fait 20. De 20, ça en fait 40. De 40, ça en fait 80. Ainsi de suite. Et ça fait quoi, Eric? Ça fait boule de neige, non? Rapidement, car nous sommes en retard, un petit clin d'œil à nos confrères de La Croix, l'événement qui change sa une et se met à la couleur. Bonne chance pour cette nouvelle formule. Et puis toutes nos félicitations à Jean-Louis Viau, inspecteur de police dans le civil, le prix du Quai des Orfèvres 94 pour ce roman Belle Garce. 20h50, le dernier métro, Truffaut, Deneuve, Depardieu, 23h, Bas les masques, minuit 20 à Catherine-Sellac. Demain, Gérard Leclerc aux 4 vérités à 7h50 recevra Hervé de Charette, ministre du Logement. À 13h, Henri Sagnier, le journal avec une page spéciale consacrée à la violence à l'école. Le dicton du jour à la Saint-Clément, le ciel va devenir plus clément. Nathalie Rouet nous en dira plus dans un instant. Excellente soirée, à demain 20h.